parce qu'il y a une soirée qui est assez riche, parce que j'avais commencé déjà des vidéos. Est-ce que ça vous gêne quand on dit Dieu, sans préciser? Non. Dieu a dit ceci, dit... Quand il n'y en a plus, il y en a. Quand il n'y en a plus, si tu veux, il y en a ici. Ah bon, d'accord, mais tu peux en mettre dans mon verre si tu Oui, veux. ça peut aller. Dieu, qu'est-ce qui cloche quand on dit Dieu? Au niveau communication, au niveau langage, qu'est-ce qui cloche? Ça vous choque quand on dit Dieu, sans préciser autrement que Dieu? Oui. Bon, vous, ça vous choque pas? Non. Généralement, dans la langue française, on précise le Dieu de qui, le Dieu de quoi, mon Dieu, son Dieu, etc. Donc dire Dieu, c'est créer de l'ambiguïté, créer de la polysémie, créer de la confusion, délibérément. Le Dieu de qui? Voilà. C'est la question, le Dieu de qui? C'est la bonne question. Le Dieu de qui? Parce que quand les Juifs disent notre Dieu, Elohéinu, dans leur schéma Israël, notre Dieu, c'est leur Dieu ou c'est le Dieu des autres? En bon français, notre, c'est pas votre. Et là, il a un problème avec ça, évidemment. Alors on préfère dire Dieu. On ne précise pas. On ne précise pas de qui il s'agit, pour qui il s'agit. Donc finalement, je ne veux pas vous énerver, bien sûr, hein, je fais ça calmement, mais ce Dieu dont on... Qui m'énerve là, à chaque fois il fait des siennes là. Il vient, puis ça ne lui plaît pas, il ne veut pas ceci, il veut pas cela, il se casse. Pas de souci, pas de souci. Non, moi je préfère l'immanence du divin. Et quand les gens parlent de Dieu, c'est la transcendance, et j'aime pas ça. Oui, mais ça, c'est un autre problème encore. Oui, non, mais... Parce qu'on peut très bien, moi je vais vous répondre de cette façon, quelqu'un peut très bien avoir une conception immanente de Dieu. Là, je veux bien. Pourquoi pas? Moi je dis chacun a le Dieu qu'il veut, Moi, je bien veux bien, avoir. là, je suis d'accord, Mais justement, c'est pas le même Dieu. Ah, c'est pas le même Dieu. Chacun a le Dieu qui mérite. C'est pas le même Dieu. Ce Dieu à son niveau. Par exemple, moi je dis qu'il y a 3 niveaux de Dieu, par exemple. Vous les connaissez, les 3 niveaux? Je les connais par cœur. C'est un disciple loyal. Effectivement, il y a des gens... Alors, tantôt, il y a un Dieu qui est trop grand, ou un Dieu qui est trop proche. C'est un peu le dilemme. Et les Juifs, eux, ils ont un Dieu qui est entre les deux. Vous dites oui, mais vous ne savez pas de quoi on parle. Qu'est-ce que ce serait un Dieu qui ne serait ni trop proche de nous, ni trop éloigné dans le temps et dans l'espace? Alors on est en pleine discussion théologique là. Je peux boire ça? Oui, vas-y, tu peux tout boire, et puis quand il n'y en a plus... D'accord. Bon. Et là, il n'y en a plus. Le Dieu des musulmans, par exemple. Comment vous le définiriez, le Dieu des musulmans? C'est un Dieu très éloigné. C'est un Dieu universel, c'est un Dieu qui est à l'origine de tout. Le Dieu des chrétiens, il est beaucoup plus proche de nous. Oui, quelque part. Il est même presque humain. Oui. Et alors, entre ces deux extrêmes, qu'est-ce qu'il y a comme Dieu? Un Dieu qui ne serait ni l'origine de l'univers, complètement transcendantal, ni un Dieu qui serait qu'on aurait fabriqué en quelque sorte, ou qu'on aurait qualifié. Attendez. Oui. Qui ne serait ni complètement dans la transcendance, ni complètement dans l'immanence. Ce ne serait pas ça le Dieu idéal, quelque part? Posons le problème autrement. Est-ce que... Vous pouvez tenir la caméra une seconde? Oui. Je vais la faire tomber. Est-ce que le Dieu qui a créé notre ciel, notre terre, notre humanité, est-ce que c'est le Dieu qui est à l'origine de l'univers? Qu'est-ce que ce Dieu qui est à l'origine de l'univers aurait à faire avec notre petit monde, notre petit peuple, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de disproportion entre la grandeur de ce Dieu et cette création qui est notre monde à nous, notre humanité à nous? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de grand écart? Est-ce que ça vous pose un problème théologique, ça, monsieur Jean-Paul?
Ça ne choque pas? Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt intérêt à avoir un Dieu plus modeste, qui s'occupe de choses plus limitées? Notre monde étant limité, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un Dieu qui serait lui-même limité? C'est-à-dire qui s'occuperait de nous, mais qui, s'il peut s'occuper, si vous voulez, il y a une espèce de dire, s'il s'occupe de nous, c'est qu'il n'est pas si grand que ça. Donc il y a un Dieu, ou bien c'est un Dieu très grand, mais qu'est-ce qu'il a à faire avec nous? Ou bien c'est un Dieu qui s'occupe de nous, mais à ce moment-là, il n'est pas si grand que ça. Voilà le débat que nous avons maintenant. Vous me parliez l'autre jour, quand on a parlé, vous parliez du démiurge. Le démiurge, enfin, moi j'ai étudié depuis l'autre jour cette question du démiurge. Le démiurge, c'est pas tout à fait ce que j'entends par démiurge. Enfin, bon, parce que le démiurge, c'est simplement le passage à l'acte, quelque part, de ce Dieu universel qui passe à l'acte, qui se réalise finalement. Mais moi, je parle d'un Dieu qui serait occupé de notre terre. Quel est le premier verset de la Genèse? Monsieur Paul, c'est quoi le premier? Vous devez le connaître par cœur, y compris en hébreu, en latin et en grec. Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui crée le ciel et la terre? Qu'est-ce que c'est que cette terre? Pourquoi est-ce qu'on parle du ciel et de la terre? La terre, c'est rien du tout. La terre, c'est dans l'univers, c'est rien du tout. La terre. Alors, qu'est-ce que c'est que ce binôme ciel et terre, Jean-Paul et René-Louis? Qu'est-ce que c'est que ce ciel qui est associé à notre terre? Est-ce que c'est l'univers dans sa totalité, ou est-ce que c'est le ciel qui est autour de nous, dans le système solaire, par exemple? Le ciel, c'est les planètes et les étoiles, quand même. Et la Lune. D'abord, alors la Lune, c'est fait partie du système solaire, déjà. Ah oui, oui. Bon, les étoiles, c'est pas dans le système solaire. Oui, mais ça, on ne le savait pas à l'époque. Comment? On ne le savait pas à l'époque. On avait quand même signalé, enfin, on n'a pas attendu Copernic pour savoir qu'il y avait des planètes. Oui, oui. Bon, donc Ah ouais. on savait bien qu'il y avait des astres rapides, des astres fixes. Oui. Bon, donc ça, déjà, on le savait. Ah oui. Bon. Et visiblement, notre ciel, c'est ce qui bouge, Oui. par rapport aux étoiles qui, elles, ne bougent pas. Oui, oui. Est-ce que vous savez l'étymologie de planète? Qu'est-ce que c'est qu'une planète? Il y a plan dans planète. Comment? Il y a plan. Elles sont dans un plan. Non, Non, c'est pas ça. non, c'est pas la bonne étymologie. C'est un mot grec qui veut dire quoi, planète? Je sais pas. Errant. Errant, astre errant. Ça veut dire un astre errant, D'accord, oui. planéta, Oui. en opposition à un astre fixe. Oui. Voilà. Donc pour revenir à notre question, ce ciel et la Terre, ce serait plutôt les planètes, Oui. nos planètes. Oui, oui. C'est pas l'univers dans sa totalité. Donc, vous avez un paradoxe, soit le ciel c'est l'univers dans sa totalité, à ce moment-là la Terre, qu'est-ce qu'elle est par rapport à tout ça? Ou alors la Terre, elle a un ciel en rapport avec son importance à elle, c'est-à-dire autour d'elle le système solaire. Alors, comment vous interprétez-vous le premier verset de la Genèse? Dieu créa le ciel et la terre. Comment vous comprenez-vous dans votre théologie chrétienne? Je vais écouter ce qu'on a dit là tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce ciel que ce Dieu aurait créé? Ce qui créé? est en haut et ce qui est en bas, c'est la terre, c'est-à-dire il a créé tout ce qui est autour. Comment? C'est tout ce qui nous entoure. Oui, mais ce qui nous entoure, c'est pas grand-chose. C'est le système solaire, c'est pas l'univers. Non, mais en disant ça, ça veut dire qu'il a créé tout ce qui nous entoure, puisque Mais ce qui nous entoure, c'est pas l'univers, c'est pas les étoiles. Ah ben c'est le ciel et la terre, parce que nous d'ici, quand on est ici, on voit la terre, on voit le ciel quand on lève les yeux, donc
C'est le haut et le bas. Hein. Oui, mais c'est pas la question de savoir est-ce qu'il y a un binôme ciel-terre? C'était cool celui-là, putain. Tiens ça. Est-ce qu'il y a un binôme? Est-ce que c'est qu'un binôme? Est-ce qu'il y a un rapport intrinsèque? Un petit peu. Oui, s'il te plaît. Oui. Mais il ne faut pas te priver, surtout. Ah non, mais il y a, hein. Il en restera. Est-ce qu'il y a un rapport, ce binôme, est-ce que tu crois à un binôme notre ciel, à nous, qui est uniquement réservé à notre planète, notre système solaire, et non pas, est-ce que tu es d'accord pour que, quand on parle de ciel, c'est notre ciel à nous par rapport à la Terre, et non pas le ciel dans son universalité totale, infinie, etc. Le ciel à nous, bien sûr. C'est oui. Mais la plupart des gens interprètent, néanmoins, n'interprètent pas comme ça le premier verset. Ils veulent absolument que ce soit l'univers dans sa totalité. Une sphère dans le centre est partout et la circonférence nulle part. Je sais que une sphère dans le centre est partout et la circonférence nulle part. Oui. C'est Pascal qui disait ça. Oui, et c'est lui parce que oui, mais il n'avait pas compris ce qu'on est en train de dire. Ils ont une acception beaucoup trop extensive du ciel, comme ils ont une acception beaucoup trop extensive de Dieu. Il faut réduire l'idée de Dieu et l'idée de ciel. Et là, on tombe dans une discipline qui s'appelle l'astrologie. Ah oui. Parce que l'astrologie, elle nous parle justement, elle nous dit que la Terre n'existe pas, n'est pas compréhensible si on ne regarde pas le ciel. Elle n'est pas compréhensible sans préférence au ciel. Si je ne regarde pas le ciel, je ne comprends pas ce qui se passe au niveau de notre humanité. Ça y est, vous pouvez... Oui, alors vous avez manqué des choses là, évidemment. Enfin, je crois... Bon, on est arrivé à l'idée... Alors, il y a deux solutions. Soit on a un Dieu immense et un ciel immense, soit on a un Dieu réduit et un ciel réduit. Parce que ce qui fait le hic dans le premier verset, c'est la terre. Il crée le ciel et la terre. Alors quel est ce ciel qui correspond à la terre? La terre, elle dépend pas de tout ce qui se passe dans un univers infini. Elle dépend essentiellement, et on parlait justement d'astrologie à un moment donné, parce que l'astrologie, c'est celle qui nous permet de travailler. L'astrologie croit que il y a un certain nombre de clés au niveau du ciel qui nous informent sur le sort de l'humanité. La Terre dépend du système solaire, point. La Terre dépend du système solaire. C'est ce que je suis en train de dire, mais la plupart des gens ne disent pas ça. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, Jean-Paul? Quel est votre point de vue sur l'astrologie? Traditionnelle, mais apparemment maintenant. Est-ce que l'astrologie, c'est celle qui nous permet de comprendre le rapport entre le ciel et la terre? L'astrologie, permet d'apprendre, de voir dans les astres certaines choses. Qui nous concerne, nous, notre terre. Donc oui, dans les astres, on arrive à apprendre certains renseignements sur... Oui. Vous pensez que ça peut se faire, ça? Tout à l'heure, on parlait justement des étudiants du solstice, etc. C'était quand même dans le but de ça. Mais pour ça, il faut interpréter les choses, il faut avoir une certaine connaissance, mais apparemment, elle a été perdue. Ah oui. Enfin, tout au moins... Mais moi, je l'ai retrouvé, par contre. Hein? J'ai retrouvé, moi. En tous les cas, ceux qui pratiquent une certaine astrologie, on peut étudier, qui n'a jamais changé, c'est en Inde, dans des pays. Et là, ils continuent à travailler en Birmanie. Ils ne font rien sur l'astrologie. Donc là-bas, je pense que si on étudie leur astrologie, on est plus près de l'astrologie des origines. On pourra peut-être mieux comprendre la nôtre. Oui. Ça serait le premier truc à faire. Ouais, peut-être. Sur la Birmane, parce que là-bas, les astrologues qui travaillent en Birmanie, apparemment, c'est un pays assez archaïque, mais ils ont beaucoup d'astrologues depuis des milliers d'années qui maîtrisent les choses. Hein. Et donc ils ont formé des gens petit à petit comme ça. Donc je pense que si on apprend les principes de leur astrologie, on peut mieux comprendre la nôtre de l'époque. Sûrement. Oui.
Justement, en quoi notre astrologie diffère-t-elle de la leur, à votre avis? Je sais pas, parce que moi je la connais pas. Là, Non, mais qu'est-ce qui est venu perturber notre astrologie par rapport à celle de... Notre astrologie aurait disparu vers le 15e siècle, à la Renaissance, et ensuite c'est la néo-astrologie, tout ça c'est des statistiques, c'est tout, plus qu'autre chose. Ah bon, vous avez entendu parler de la néo-astrologie de Gauquelin? Oui, enfin la néo-astrologie qui est née après, il a développé une néo-astrologie. Alors cette néo-astrologie justement, Jean-Paul, qu'est-ce qui la caractérise? Elle est beaucoup liée aux mathématiques. Elle est aussi liée au progrès de l'astronomie. Oui, mais de toute façon l'astronomie, ça c'est la base de l'astrologie, il faut connaître. Non mais l'astronomie, est-ce qu'elle a évolué depuis le... Oui, elle a évolué, mais en quoi a-t-elle évolué, excusez-moi? Ils ont mieux connu, ils connaissent mieux les choses. Non mais particulièrement, il y a des choses qui ont changé dans l'astronomie. Avant, ouais, la Terre tourne autour du Soleil. Non, mais pas ça. Mais ils le savaient déjà, je crois, les astronomes. Non, mais je parle à partir du XVIIIe siècle, qu'est-ce qui a changé dans la perception du système solaire? Vous devez le savoir, ça. On a découvert des choses dans le système solaire. Quoi? Comment? On a découvert de nouvelles choses dans le système solaire. Une nouvelle planète? De nouvelles planètes. Oui. Une nouvelle planète. Ben oui. Les nouvelles planètes, on ne les utilise pas en Birmanie, par exemple. Ouais. Oui, on ne les utilise pas toutes les planètes. Mais, non, mais ils ne veulent pas utiliser les planètes qu'on a découvertes depuis 200, 300 ans. Mais je ne sais pas si c'est une grande influence, ça, de ne pas utiliser toutes les planètes pour... Évidemment que c'est important. Vous avez d'autres facteurs qui viennent s'ajouter, dont on ne doit pas... ça perturbe le système, ça, même astrologiquement. Parce que les planètes qu'ils utilisent, elles sont bien là, donc ça leur suffit pour... Mais pourquoi les Occidentaux, eux, ils considèrent qu'ils ont besoin de ces nouvelles planètes pour travailler? C'est sûr, ils ont tous besoin de nouvelles planètes. 90% des astrologues occidentaux utilisent Uranus, Neptune et Pluton. Oui, c'est sûr. Et alors, quel est l'autre facteur qui distingue l'astrologie birmane ou indienne de l'astrologie occidentale, française, américaine? Par les nouvelles planètes. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Non, je reconnais que c'est une question un peu compliquée, mais quand même, normalement, vous pouvez trouver. Qu'est-ce qui fait qu'eux ne tiennent pas compte d'un facteur que nous, on prend? Parce sur les équinoxes, ils tiennent. Voilà. Ils ont un décalage au niveau du calcul des signes zodiacaux de 25 degrés. Ils ne prennent pas en compte le serpentaire non plus, je crois. Comment? Le serpentaire. Non, mais nous, non, ça c'est un autre problème. C'est pas... Même il existe bien ce serpentaire? Non, mais c'est une question. Non, mais c'est un autre sujet. Après, moi, je suis né sous le signe du serpentaire. Parce que la constellation qui correspond au 1er décembre, c'est le serpentaire. Mais ça, c'est une question de découpage. Non, mais vous avez raison de dire, eux, ils n'ont pas tenu compte de la pression de l'équinoxe. Et donc, ils sont restés avec quoi? Avec l'ancien système. Avec les constellations. Ils sont restés, par exemple pour eux, le zéro bélier, le printemps, la constellation pour eux du printemps, elle ne correspond pas réellement au printemps. Elle a correspondu autrefois au printemps. Mais ils continuent à dire que c'est le printemps à ce moment-là, enfin, dans leur système. Donc pour eux, le bélier, le signe du bélier ou le signe du taureau n'ont pas lieu au même moment que dans le système occidental. D'accord. Donc voilà, donc deux différences. Pas de pression des équinoxes et pas des nouvelles planètes. Alors à votre avis, je voudrais entendre vos propos sur l'astrologie. Quelle est la position de l'Église sur l'astrologie? Est-ce que c'est compatible avec la religion chrétienne de croire en l'astrologie? Ouais, mais maintenant les nouvelles astrologies, je ne suis pas favorable. Tout ce qui est astrologie dans les journaux, tout ça, l'ancienne astrologie, je pense, oui, mais la nouvelle, maintenant ils n'en parlent plus beaucoup d'astrologie. Il y a peut-être certains prêtres qui en font, mais je ne connais pas.
Saint Thomas d'Aquin s'intéressait beaucoup à Ah l'astrologie, oui, par oui, exemple. voilà, les anciens, ouais. Mais là, maintenant, l'astrologie actuelle. Parce que maintenant, il y a encore des astrologies. Maintenant, c'est vrai que maintenant, ça a perdu beaucoup de sens, tout ça. Là. Avant, il y avait beaucoup, Madame Soleil, les trucs, là, maintenant, on n'en parle plus beaucoup de ça. Les astrologues, ils sont sur Internet, tout ça, mais on en parle moins. Avant, on en parlait plus à la radio. Plus, Oui, les c'est gens vrai. s'intéressent moins. Il y avait Elisabeth Tessier, il y avait Madame Maintenant, Soleil. on dirait que l'astrologie, c'est régler les quêtes. Ah bon? Ça, on en parle moins. Oui, non, mais si vous le dites. Moi, je vous parle. Peut-être j'écoute. Avant, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu, un peu marginalisé, peut-être, par certains côtés. Peut-être parce que les musulmans, ils sont certains. Mais à votre avis, Comme il y a beaucoup de musulmans. pourquoi, oui, justement, pourquoi les musulmans, ils n'intéressent pas à l'astrologie? Ouais, je sais Toi, il y a pas. des grands astrologues arabes, enfin bon. En tous les cas, les musulmans de base, là, je suis sûr qu'ils s'intéressent. C'est peut-être pour ça que ça disparaît. Pourquoi c'est les musulmans qui déterminent c'est la ça. mentalité Bah oui. française? Bah oui. Ils Bon, sont écoutez, tellement nombreux. Bah non, oui. mais attendez, on va pas parler de Bah ça. si, ils sont tellement nombreux. Non, mais d'accord, mais je préfère qu'on parle pas de ça. ça parce que c'est des sujets bah oui, mais un peu douteux. Hein. C'est la réalité. Oui, mais pas au point de modifier le Ah non, rapport que pas nous avons encore. à l'astrologie. Non, pas les rapports, mais que les gens s'y intéressent moins, qu'il y ait moins de. Voilà. Ouais. C'est peut-être ça aussi. Notre ami Jean-Paul se demande pourquoi est-ce que l'astrologie a décliné, qu'elle est moins populaire qu'avant. Par exemple, dans les horoscopes, il y a toujours les gens lisent les horoscopes des journaux. Ça n'a pas tellement changé, ça. Votre avis, est-ce que l'astrologie a perdu de son impact depuis une trentaine d'années, par exemple? Je ne sais pas. C'est l'impression de Jean-Paul. Je ne sais pas d'où il sort ça. Alors justement, à ce propos, c'est un bon sujet. Est-ce que vous pensez que l'astrologie de la presse est plus valable que l'astrologie que font les astrologues dans leur cabinet avec le thème natal, etc., la date de naissance? Dans les cabinets, ça devrait être mieux dans les cabinets, je pense. Comment? Dans les cabinets, ça devrait être plus précis, non? Alors écoutez, vous écoutez ce qu'il dit là? Regardez, il vient de sortir un truc assez génial, enfin génial, assez amusant. Il vient de dire l'astrologie des astrologues dans leur cabinet, elle est plus précise que l'astrologie des horoscopes des journaux. Alors, ce mot précision est intéressant. Oui, il y a une astrologie savante et une astrologie populaire. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. Oui. Mais est-ce que l'astrologie populaire est moins vraie dans son concept que l'astrologie savante? Bon, c'est pareil. Non. L'astrologie populaire, par exemple, il y a 12 signes. Voilà, vous êtes de tel signe, et puis voilà. Et puis, alors, après, il peut y avoir des configurations. Mais l'astrologie savante, elle est plus, ce qu'on appelle l'astrologie savante, elle est plus individuelle. Est-ce que l'astrologie a vocation à atteindre cette précision individuelle? C'est ça, vous dites plus précise, mais précise par rapport à quoi? Parce qu'ils font des thèmes personnels. Mais est-ce que l'astrologie, vous savez, vous connaissez la formule, le mieux est l'ennemi du bien. Est-ce que c'est pas dépasser les bornes de l'astrologie que vouloir arriver au stade de définir l'individu par l'astrologie? En tous les cas, en Birmanie, ils s'en servent pour construire des maisons, pour choisir le travail, telle personne, tel truc, donc pour les enfants, pour pas mal de choses, donc Oui, très précises et très techniques. Voilà. Donc ça a lieu dans le particulier. Hein. Et quand ils regardent, ils font des choses vraiment précises, ils construisent une maison dans tel Oui, sens. d'accord là-dessus, mais justement, est-ce que cette précision, cette recherche de précision, est-ce que c'est une bonne chose pour l'astrologie? Ça doit être son travail, ça doit être ça l'astrologie, elle doit pouvoir renseigner dans... Il va nous imposer Non mais l'astrologie, elle doit la servir à charte ça, de l'astrologie. à guider les gens pour une harmonie. Et donc, donc l'astrologie qui dit que des 12 signes, c'est trop, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De quoi? Une astrologie qui serait simplement, qui classerait les gens par catégorie, qui donnerait des idées générales, ça serait pas bien. Je sais pas, non. En tous les cas, là, quand on voit les pays où il y a encore des astrologues qui font partie de l'organisation traditionnelle de la société, ils ont une fonction vraiment, ils répondent à beaucoup de problèmes. Hein. C'est pas général seulement. Donc, Mais le paradoxe, mon cher Jean-Paul, c'est que l'astrologie, en s'individualisant, elle n'est plus écoutée au niveau global, au niveau politique.
Parce qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. Ou bien vous êtes très, ou est-ce que ou bien vous êtes dans le microcosme, vous êtes dans le macro. Non, il y en a qui font l'astrologie pour des nations entières. Hein. Oui. Ça dépend. C'est vrai, l'astrologie mondiale. Mondiale ou même d'une nation, d'une pays. Oui. Il y a plusieurs thèmes, hein, ça dépend. À votre avis, l'astrologie a la vocation à étudier les individus ou à étudier les sociétés, les États? En principe, elle étudie tout. Hein. Il me semble. Non, mais ça, c'est un problème ethnologique. Vous êtes dans l'ethnologie, là. On n'est pas dans la philosophie. L'ethnologie, vous dites, voilà comment ça se passe aujourd'hui. Et la question n'est pas de savoir comment ça se passe aujourd'hui, c'est la question de comment ça devrait se passer et pas comment ça se passe. Vous décrivez une réalité sociologique. Mais ce n'est pas de la philosophie, ça, ni de l'épistémologie. Vous savez bien la formule de Pascal, il n'y a de sens que du général. Il n'y a de sens que du général. Donc vouloir être dans le particulier, on sort quelque part du champ de la science. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Oui, il y a de La notion de science n'est pas compatible avec la notion de précision à ce stade-là. L'astrologie, c'est une science, c'est un art, c'est un pratique. Écoutez, là aussi, on peut discuter. Normalement, ça sert pour des résultats, hein, c'est un art. À ce moment-là, quelle est la différence entre l'astrologie et la voyance, mon cher Jean-Paul? La voyance, apparemment, c'est c'est quelque chose ça dégénère surtout en voyance ici, l'astrologie. Oui, ouais, absolument. L'astrologie, la voyance, c'est une sorte de sous-astrologie. Ah oui, c'est pas mal comme. Attends, alors on peut vous écouter là? C'est tout le problème de la psychologie collective. Qu'est-ce que ça veut dire psychologie collective alors que la psychologie est manifestement individuelle? Oui. Et pourtant, il y a une psychologie sociale. Moi, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas une. Pourquoi l'astrologie n'aurait pas des choses à dire dans le domaine de la cité, dans le domaine de l'organisation de la société. Évidemment que la psychologie a à dire dans le domaine de la cité, évidemment. Évidemment. Bon, on vous demande de faire pendant à M. Marchand, à savoir, est-ce que l'astrologie a plus vocation à étudier l'organisation de la cité dans ses grandes lignes, dans ses grandes phases, dans ses grandes périodes, ou à plutôt s'intéresser au destin de telle et telle personne en particulier? Non, l'astrologie est plutôt collective et s'intéresse à des grandes quantités. Ça, c'est la conviction. Oui. À la différence de la psychologie. La différence entre psychologie et astrologie, c'est que la psychologie est plutôt individuelle, alors que l'astrologie est plutôt collective. Sauf que, alors là, on peut pas être. C'est vrai ce que vous dites, mais en même temps, ça ne correspond pas à la réalité sociologique. Parce qu'il y a l'astrologie a énormément étudié les individus. Vous avez par exemple Astroflash aux Champs-Élysées, vous mettez votre date de naissance, on vous donne tout un topo sur vous. Donc non, je ne dis pas que je ne suis pas en débat avec vous, mais vous ne pouvez pas ignorer qu'il y a une dimension individuelle de l'astrologie. Oui, bien sûr. Peut-être c'est une hérésie, peut-être c'est une erreur. Vous pensez qu'elle sort de sa mission en étudiant l'individu? C'est ce que vous êtes en train de nous dire là. Attends. Non, Cela dit, on va reprendre le débat qu'a lancé M. Jean-Paul, à savoir, est-ce que l'astrologie peut être qualifiée de science? Vous qui faites partie de l'Union rationaliste, et dans quelles conditions elle pourrait l'être? Qu'est-ce qui ferait qu'elle pourrait être reconnue à l'avenir comme science? À condition qu'elle oublie. Par exemple, si elle renonçait à étudier l'individu, elle serait plus scientifique. Non, mais je vais te dire, il faudrait qu'elle ait une méthodologie. Et c'est le cas. Donc, du fait que l'astrologie a une méthodologie, si on travaille la méthodologie de l'astrologie, on peut en faire une science. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit d'abord? J'ai l'impression d'écouter Christophe. Comment? Alors bon, donc on pourrait améliorer. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire améliorer la méthodologie de l'astrologie? Comment on pourrait à quoi là? Améliorer la méthodologie de l'astrologie. Parce que c'est votre expression.
Quand on fait l'astrologie, il y a une méthodologie. Oui, on ne comprend pas très bien ce que vous voulez dire. Simplement, vous pouvez exprimer votre point de vue en développant, on ne comprend pas très bien. Quand on fait des sciences humaines, on parle de méthodologie des sciences humaines. Oui. Alors que pour les sciences exactes, on ne parle pas de méthodologie. Bon, on va revenir sur des choses qui sont, ça c'est un peu embrouillé. Mais là on est d'accord, c'est que toute approche individuelle sort du domaine de la science. On est dans le domaine c'est comme par exemple, même le médecin, même à partir du médecin, on sort de la médecine générale pour entrer dans le cas du médecin qui reçoit son client. Dans le domaine du singulier, ça s'appelle ça. Comment ? On est dans le domaine du singulier. Oui, le domaine du singulier n'est pas compatible avec le domaine de la science quelque part. Voilà. Donc à partir du moment où l'astrologie renoncerait à se travailler dans le domaine du singulier, elle serait plus crédible en tant que science. Plus crédible. Oui. Donc la méthodologie ici, c'est une méthodologie qui permet, par exemple si je fais un thème natal, etc., j'ai une méthodologie qui me permet d'étudier l'individu. Si je renonce à cette méthodologie, en disant non ça c'est pas valable, je fais remonter le niveau d'astrologie. Au lieu d'étudier les cas individuels qui sont incontrôlables, parce que finalement c'est ça le problème. Si je travaille dans le domaine du politique et du mondial, on sait de quoi on parle. On a des événements qu'on peut connaître. Si j'étudie une personne, elle me raconte ce qu'elle veut, j'en sais rien, j'ai pas de preuves, c'est un individu lambda, je peux rien contrôler. Vous voyez bien qu'au niveau de la méthodologie, si je commence à discuter du destin des gens, je n'ai pas de moyen de contrôle. Je ne peux pas aller sur Internet, voir, à moins que vous travaillez sur quelqu'un de très connu, il raconte ce qu'il veut, il se souvient de ce qu'il veut. Donc votre histoire de précision, elle n'est pas très valable sur le plan scientifique. Bien que paradoxalement, la précision est associée à la science. Voilà un paradoxe. La précision nous amène à la science et elle nous en éloigne. Comment ça se fait qu'il y ait ce double... La précision, c'est ce qui nous ramène à la science et ce qui nous en éloigne. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Jean-Paul, là-dessus ? Quelqu'un qui dirait, voilà, vous me dites les choses générales, je veux plus de précision. Il croit qu'il est plus scientifique parce qu'il demande plus de précision. Non, pas du tout. Demander plus de précision dans des domaines qui ne sont pas accessibles véritablement, c'est sortir de la science et pas en y entrer. Le mot précision est un mot complètement casse-gueule. Hein. Ouais. C'est un mot qui peut être... par exemple, il y a cela dit, beaucoup de... Vous pouvez tenir ça une seconde là, Enfin, une seconde, c'est une façon de parler. N'appuyez pas sur les... par exemple, moi j'ai connu des astrologues qui disent plus j'ai de précision dans les données de naissance, plus mon travail est valable. Elle est partie. Il est parti. Hein? Donc il y a une espèce de logique. Plus je suis précis, plus j'ai de précision dans les données, plus mon travail sera précis. En quoi il y a quelque chose qui cloche dans ce genre de raisonnement, à votre avis, d'un point de vue épistémologique? Pas sur lui. Zéro. Plus de précision, plus de précision dans les données, dans l'input, plus de précision donc dans l'output. Plus de précision, plus de contradiction. Donc on ne gagne rien. Mais essayez quand même de nous... Essayez de faire votre autocritique. La précision, c'est pas la solution. Je disais que les applications